Dans cet entretien d'Artiste 3000, on écoute l'artiste Tania Gabran. Elle nous parle de gelée à la vodka, d'escalator, de mouvement de caméra, et on commence par parler de faute d'orthographe. Moi, je suis dyslexique, mais il y a beaucoup d'artistes qui sont. Je sais que Richard Serra, il était dyslexique. Du coup, ça oriente aussi vers peut-être vers des études artistiques, parce que de toute façon, tu sais que tu pourras pas travailler dans des métiers de l'écrit, donc, t'es déjà éliminé d'un terrain. Donc voilà. Et après, dans la faute d'orthographe, il y a le rapport au lapsus. Je me souviens une fois, j'avais écrit de la misère avec un Y et du coup ça faisait mystère. Et j'avais un prof qui avait trouvé ça magnifique parce que bon, ça parlait de mai 68 et de la misère en milieu étudiant. Et du coup, misère devenait mystère. Enfin, et du coup, il y avait ce rapport un peu poétique au langage. Et après, je sais pas, je pense qu'aussi il y a un rapport presque mal poli. Si tu fais une faute d'orthographe, c'est que t'as un rapport où tu n'arrives pas à te mettre du point de vue de l'autre pour comprendre ce que toi-même t'as écrit. Et t'as un rapport un peu mal poli qui pourrait être un peu interrogé. Enfin, je sais pas. La première vidéo que j'avais fait, c'était une performance que j'avais réadaptée en vidéo. Et dans le côté de la performance, le fait que le texte en français ne soit pas pérenne, parce qu'on le dit et il passe, faisait que j'avais pas de problème avec utiliser le français. Et ensuite, une fois quand je me suis dit que mes vidéos allaient être projetées en boucle dans un espace d'exposition, c'est comme si le sens, parce que c'est ma langue natale, allait envahir tout l'espace, y compris si c'était des expositions de groupe ou des choses comme ça. Et c'est comme si j'avais besoin de mettre un peu de distance avec le texte et le sens. Et en même temps, j'aime bien, par exemple, quand je fais un montage, d'avoir un rapport entre la voix. C'est presque une relation tripartie. T'as la voix, t'as le texte et t'as l'image. Et ensuite, je vais jouer entre ces trois éléments pour créer ça. Et je pense qu'il y a aussi effectivement ce rapport au cinéma que j'ai pu regarder, qui est les classiques hollywoodiens sous-titrés, etc., etc. Ce qui m'intéresse aussi de passer par l'anglais, c'est qu'il y a plein de mots qu'on utilise en français qui nous font vraiment référence au champ des nouvelles technologies. Par exemple, quand je dis a cloud, je pense pas directement à un nuage, mais je pense à l'outil. Et du coup, j'aime bien toutes ces histoires de traduction. Pour moi, elles apportent aussi des questionnements sur comment notre langue va finalement... comment la langue va être transformée avec des mots anglais. Ça existe depuis très longtemps. Mais comme c'est souvent dans un champ, là, précis des nouvelles technologies, ça m'intéresse de déplier un peu une espèce de poétique qui pourrait être en jeu là-dedans. Après, je peux le faire aussi de manière... c'est juste intuitif et c'est plus en y réfléchissant que je peux. Mais il y avait aussi, par exemple, dans la soupe, je disais que ça nous met en mouvement. Et en anglais, c'est put in motion. Et du coup, il y a aussi un rapport au cinéma. En fait, c'est comment, finalement, avec le jeu des traductions et en discutant avec des gens, je peux aussi prolonger les rapports qui se tissent entre les éléments. J'essaye. En fait, j'aime bien fabriquer des objets. Et je suis je suis un peu geek. J'ai fait une espèce d'énorme enceinte qui était plutôt bien faite, mais avec pas mal de trucs de la couture parce que c'était recouvert de moquettes. Ça faisait peut-être presque maroquinerie. Et j'aime bien cette idée de l'objet hyper fini, assez design, que j'essaye que je fais en couture en fait. Au bout d'un moment, ton propos artistique, pendant 2 semaines, tu t'en fous, tu veux juste faire un truc hyper propre, type maroquinerie, nanana, et ça te libère un peu la tête, quoi. Mais en plus, ce que j'aime bien, c'est que un peu comme en couture, l'idée, c'est que tu vois pas le geste. Ça doit être... L'idée, c'est de produire un truc plus ou moins industriel, mais en même temps avec des moyens pas du tout industriels. Et comment tu fais pour qu'on voit le geste sans voir le geste et t'effacer un peu aussi de ça.
Et en même temps, tu produis un truc qui ne sert à rien ou n'a pas d'utilité ou est complètement disproportionné. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi des vidéos dans un espace d'exposition. Et du coup, un moyen d'interroger ou de questionner ou juste de mettre en scène ces vidéos-là, ça passe aussi par le mobilier. Et en plus, comme il y avait un rapport presque film de genre ou un peu typé comme ça dans mes vidéos, j'avais envie de le rejouer dans les objets, de le rejouer dans les objets de monstration. Et puis de toute façon, je pense que notre rapport, on passe tout le temps de petits écrans à des grands écrans. Et dans la journée, en fait, on côtoie plein de tailles d'écrans différents, dans plein de positions différentes. Et du coup, c'était un peu l'idée de réintégrer ça aussi de manière plutôt naturelle dans le champ de l'exposition, parce qu'en fait, c'est ce par quoi on passe dans nos journées. Ouais, je dirais ça. Après, il y a aussi, dans le dernier projet que j'ai fait, l'écran il devenait vraiment transparent et on voyait les gens derrière. Et du coup, il y avait aussi là, j'ai envie de me poser la question de l'envers de l'image, parce qu'on va arriver sur des technologies où les écrans pourront être translucides à moindre coût, ou ça faudrait que je vérifie quand même. Et du coup, j'aime bien cette idée de qu'est-ce que l'endroit et qu'est-ce que l'envers d'une image. Et en général, c'est le sous-titre qui peut donner, ou le texte qui va donner la direction de l'image. Et du coup, j'aimerais bien travailler à des projets où l'endroit et l'envers, grâce à la 3D, peuvent être permutables. Et c'est vraiment des intuitions, mais je pense que si une image projetée n'a ni endroit ni envers et qu'on joue là-dessus, pour moi, ça déplace presque des questions philosophiques de l'image sans que j'en ai pour l'instant vraiment les clés. Mais dans cette idée, je pense que j'ai un peu envie d'explorer ces pistes-là. Ou même dans la dernière, le fait que le public, on dit public, ouais, on dit encore public, doit passer derrière le rideau et du coup on voit leurs jambes avant, du coup on est inclus aussi. Pour moi c'est une espèce de mise en condition, quoi. Un peu comme on fait des exercices avant de faire du sport, peut-être. C'est un peu une histoire de réincarner notre rapport, peut-être de sacraliser aussi, d'une certaine manière, mais dans une logique de qu'est-ce que c'est que l'attention et comment tu prépares une attention, en fait. C'est pas que j'essaye, c'est que j'arrive pas à faire des vidéos longues. Du coup, je fais des formats plutôt courts, jusqu'à 6-7 minutes. Du coup, généralement, je considère que c'est regardable en entier, puis après que chacun fait ce qu'il veut, quoi. Dans les vidéos que je fais aussi, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Du coup, évidemment, tu peux rentrer n'importe quand dans l'histoire. Et j'aime bien avoir adapté le temps du récit à un temps micro-cyclique et faire qu'on n'est pas obligé de faire l'effort. On sait quand on a vu la boucle, mais on n'est pas obligé de recomposer qu'est-ce qui était le début et qu'est-ce qui était la fin de la vidéo dans la narration, puisque de toute façon, c'est un tourniquet, quoi. On rentre quand on veut, on sort quand on veut, et voilà. Ça s'appelait Boucle Zéro Infini. Je pense que l'idée, c'était d'avoir une notion et de créer une exposition fictive à partir de cette notion. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la boucle, mais j'ai trouvé des gens qui avaient fait un colloque dessus, une fille qui avait fait une thèse. J'avais l'impression que c'était à la fois un sujet partageable, commun, et en même temps un peu singulier et qui n'avait pas été tant traité que ça. Et pour moi, ça renvoyait au dispositif cinéma, à des questions de son, à la psychanalyse, au langage, et du coup, ça me permettait et même à des questions d'écologie. Du coup, ça me permettait d'embrasser en fait plusieurs champs de manière un peu monomaniaque. Si j'ai le temps, je prépare les mouvements caméra et le décor. J'aime bien avoir écrit le texte avant,
Ouais, c'est quand même plutôt en préparant les lumières et le décor et en répétant, puisque j'essaye de faire des mouvements caméra. Et du coup, c'est ça qui me donne un peu le tempo. Notamment dans la dernière vidéo, je parlais du fait qu'on était peut-être des escalators. Et c'est aussi en lien avec un peu les... Enfin, dans l'histoire du cinéma, il y a un lien entre... il y a un lien juste historique du 19e siècle, qui fait que en fait, les premiers supermarchés se sont dotés d'escalators, et c'est comment finalement le rapport à l'objet et à la consommation est souvent en lien avec un rapport au déplacement du corps et à un corps qui se déplace sans effort, donc l'escalator. Après, ça peut être vu de manière numérique, on scrolle, etc., etc. Et du coup, j'aimais bien me ressaisir de cette question. Et en plus, je trouve que ça se sent de plus en plus avec les stories, les applications. Par exemple, les iPhones, ils sont super bien faits parce qu'ils sont très stabilisés. Et du coup, c'est comme si on était dans on est dans l'ère du mouvement caméra, quoi. Et en fait, du coup, on devient des escalators. J'aime bien aussi le rapport à la caméra beaucoup moins articulé, quoi. Notamment dans les films de Cassavetes. Et ça rejoint un peu La Soupe où les gens sont bourrés. Tu sens très bien qu'il y a plein de cinéastes qui travaillent aussi avec leurs amis. Cassavetes, il filmait sa femme. Et c'est du coup... tu sens qu'il y a du live, en fait. Pour la première vidéo de La Soupe, on avait commencé par faire des scènes très répétées. Ensuite, les gens étaient allés chercher des bières. Ils avaient bu un peu des coups. Et ensuite, je les avais refilmés. Et du coup, j'avais filmé complètement le côté live où les gens rigolent, etc. Et ça me... En fait, c'est pas si facile que ça à retrouver. C'est aussi que du coup, les gens mes amis avec qui j'ai déjà filmé, ils savent qu'ils ont cette marge de liberté-là, tout en ayant des fois d'autres contraintes techniques. C'est aussi des moments comme ça que j'essaye de garder. Pour la dernière vidéo, par exemple, je voulais absolument que les sous-titres soient en noir. Et je savais que toute la vidéo allait être assez claire pour avoir ces sous-titres en noir. Et du coup, je leur ai demandé de mettre des couleurs un peu pastel. Parce que je savais que ça allait être projeté sur un truc transparent et je voulais qu'on voit que le sous-titre derrière la projection. Donc ça va être un peu le dispositif qui va définir le truc. Je pense que ça dépend un peu de mes espèces de contraintes formelles que je peux établir un peu dans ma tête. Si quelqu'un arrive habillé comme Louis XIV, faudra que je sois au courant un peu avant pour adapter le script. Je pense que pour peut-être d'autres projets, je demanderais à ce qu'il y ait 2 caméras. Mais pour moi, c'est super important d'être à la caméra. Même si j'ai pas du tout... je prétends pas être douée ou quoi que ce soit. Il y a des problèmes de mise au point. Les mouvements sont pas toujours parfaits et tout. Mais j'aime bien cette idée que, justement, comme il y a un rapport presque à la performance, ça soit à moi de choisir de capter ce moment-là au lieu de ce moment-là. Et ça, j'y tiens vachement. Ça se fait aussi énormément au montage. Généralement, je tourne 3-4 heures et je garde 6 minutes. Mais comme beaucoup de gens, ouais, mais c'est... Voilà. J'aime bien aussi cette idée qu'il puisse aussi avoir un lien entre finalement le fait que je filme des amis, qu'on fasse des expositions ensemble, etc. Que finalement les deux infusent l'un l'autre. Non, mais le côté que peut-être qu'on va aussi... qu'on va vieillir et que finalement on est tellement submergé d'images. J'ai l'impression que notre rapport à la trace, il est à la fois hyper présent et en même temps, nos disques durs, ils vont pas tenir plus de 3 ans. On va à un moment donné fermer nos comptes Facebook. Et du coup, est-ce que c'est pas déjà aussi un archivage de resacraliser ce rapport-là? L'idée, c'était de comment trouver une espèce de matérialité pour ces questions de langage et finalement d'établir un espèce de parallèle entre nourriture et langage et de fouiller un peu ces liens. Mais en fait, c'était parti de la soupe, de toutes les connotations du terme soupe, comme de la musique un peu pourrie. La soupe, c'est aussi ce qu'on nous sert tout le temps, idéologiquement, ce qui est repéré comme des lieux communs. Et du coup, j'aimais bien cette idée de matérialiser notre rapport au langage. Parce que le langage, c'est ce qui nous nourrit au départ en tant qu'humain.
Et du coup, là, c'était peut-être juste le matérialiser, le rendre visible dans la vidéo. Le lien entre les vidéos qui mettaient en scène de la nourriture et donc les fontaines, c'est aussi que finalement, c'est des états de l'eau, parce que la soupe, c'est quand l'eau presque elle est au bord de s'évaporer, donc il y a l'idée de la condensation. Dans la gelée, j'avais un peu envie de cette idée de, rien que dans le mot gelée, de l'eau qui est solide. Là, c'est l'eau qui est en cycle infini. Et du coup, produire cet objet et ensuite produire le récit qui va nouer en fait les protagonistes à l'objet. Dans la dernière vidéo, c'est beaucoup plus une question de collage, notamment parce que j'ai utilisé des textes qui étaient déjà écrits par d'autres gens. Notamment, il y a un extrait, il y a une histoire de l'alarme qu'on retrouve à différents épisodes et c'est un livre pour enfants. Et les discours étaient préenregistrés et les gens se faisaient du playback en fait sur la vidéo. En fait, j'ai eu l'idée en voyant les gens qui s'envoient des messages vocaux directs et tu communiques par message vocal. Et je trouvais ça intéressant parce que ça changeait le rapport au temps. On n'est plus au téléphone, mais on est dans un temps préenregistré. Et en même temps, on enregistre sa voix, il y a un truc de l'archive. Il y a peut-être un truc narcissique aussi, de s'enregistrer tout le temps. Et j'aimais bien un rapport, puisque ça parle de l'individu mécanisé, finalement. Enfin, et du coup, d'interaction sociale mécanisée. Et ce qui vient un peu contredire ça, c'est cette histoire de l'alarme. Et du coup, l'alarme, à la fin, c'est on y revient un peu parce que c'est un chien qui boit l'alarme et du coup, il comprend pourquoi... dans l'histoire, c'est pourquoi j'ai pleuré. Et du coup, c'est comment... finalement, cette communication va repasser par l'ingestion, quoi. Et c'est aussi qu'est-ce qui résiste dans le corps, notamment l'alarme, un truc hors langage, quoi. Et du coup, Alarme qui s'est déroulé dans une boutique de matelas vers le marché Saint-Pierre pour un projet d'expo qui se dépliait dans le 18e. Et du coup, c'est un lieu de confection sur mesure, puisque t'achètes, vraiment pour quand tu fais ton projet au mètre, etc., etc. J'aimais bien qu'on puisse s'enfoncer vraiment dans un décor, que ce soit un décor qui existe déjà, que finalement c'est comme si... c'était à la source même du canapé, quoi. Un peu. J'y avais jamais réfléchi comme ça. Mais du coup, c'est aussi... Oui, c'est vrai qu'il y a un lien avec la manière dont on regarde les vidéos, puisque souvent on est assis sur quelque chose. C'est mieux si c'est mou pour s'asseoir, pour regarder. Oui, peut-être que c'est... J'y avais jamais pensé. Voilà. Et c'était aussi des questions d'ordre colorimétrique et tout. Je pense que j'avais l'intuition de qu'est-ce qui allait faire reflet dedans et que c'est justement, en fait, c'est un magasin qui vend des matériaux qui sont tous de la même couleur et du coup il y a une espèce de, peut-être une indifférenciation. C'est comme si on rentrait dans un magasin qui vendait que du gris. Ça arrive assez peu et du coup ça permet une espèce d'abstraction dans ce rapport-là, je pense. Je connais plus la recette. Mais c'est de la gelée de porc. On avait mis de la vodka, Schweppes, je crois. Et après, on avait mis des baies de cassis, des poivrons séchés et des bouts de concombre. En fait, à la fin, c'était plus beau que bon. Mais en fait, il y avait un peu cette idée aussi de manger un aquarium. Ou même, je sais pas, il y a toujours un peu le truc rétro-futuriste, comment on imagine... je sais pas, c'est hyper connu dans Matrix, ce qu'ils mangent, mais qui ressemble pas mal à ce qu'il y a chez Naturalia, des fois. Des fois, on se dit que c'est bon parce que c'est un peu la nourriture du futur. Ou même l'idée du sans-goût. Et puis, il y a aussi cette idée que je voulais plus trop utiliser de couleur. Mais, par exemple, je voulais bien utiliser de la couleur si elle était définie par la matière que j'utilisais. Et que sinon, la couleur serait dans la vidéo. En fait, c'est dans Minority Report. Je crois qu'il y a un moment où c'est des écrans qui n'existent pas. Et en fait, ça a un nom, et je sais plus comment ça s'appelle. Mais les gens qui s'occupent de designer... vraiment les gestes du futur, ou les interactions avec les surfaces, etc. Apparemment, c'est hyper fatigant de faire un geste dans le vent, et qu'il te faut une surface, quoi. Que la question de la surface restera probablement. Mais du coup, c'est marrant parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de surfaces plastifiées.
Je vais dire des énormités. Je crois que quand on est artiste, on essaye de trouver des protocoles qui sont comme des espèces de garde-fous qu'il faut souvent d'ailleurs redépasser, mais pour pouvoir faire un truc, parce que sinon tu peux tout faire. Et du coup, cette espèce de méthodologie, elle te permet de construire un cadre et de faire dans ce cadre-là. Sinon, l'éventail des possibles est tellement large que... Faudrait couper ça au montage.